Madame, Monsieur, bonsoir, bienvenue dans ce journal. Voici ce qui domine l'actualité. Ouverture ce samedi du concours d'entrée dans l'ECAFOP session 2021 avec les épreuves écrites. Plus de 55 000 candidats composent dans 113 centres d'examen sur le territoire national. 5 000 places disponibles. La ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, Mariatou Kone, a lancé les compositions. Un centre d'amplisseur de gaz butane à San Pedro, c'est le premier du groupe marocain Aqua. Il va produire 60 000 tonnes de gaz butane par an et générer 400 emplois directs et indirects. Un investissement de 7,9 milliards de francs CFA. C'est le ministre d'État Kobena Kwasi Adjoumani qui a procédé à la mise en service. Ce 15 mai marque la date anniversaire du décès du sage de Makori. 30 ans après sa disparition, Amadou Ampateba reste encore présent dans les esprits. La fondation qui porte son nom commémore ce trentenaire des scientifiques, des hommes de culture réunis pour la sauvegarde de son héritage culturel. Et puis l'armée israélienne a mené une frappe ce samedi sur un immeuble d'une dizaine d'étages. Il abrite les locaux de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza. L'armée israélienne dit avoir visé des équipements militaires du Hamas. Liaison fatale, c'est le titre éponyme d'un recueil de 5 nouvelles, des histoires à l'eau de rose qui traitent des faits de société et des thèmes d'actualité. L'infidélité, le mariage, l'excision, l'alcoolisme, quand ce cocktail explosif rencontre un amour interdit. La liaison est fatale, drame conjugal, comme cette histoire entre le médecin Édouard et sa patiente Léo. L'auteur est l'invité de la page culture. Adama Idara, bonsoir. Bonsoir, monsieur. Alors, c'est bien une fiction que vous relatez. Bien sûr, c'est une fiction. D'accord, on va en reparler tout à l'heure, le temps de faire le tour de l'actualité. Et on vous retrouve. On se rend d'abord à l'aéroport Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron. Le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour la France. À Paris, il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Cette rencontre vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines, durement éprouvées par la pandémie de Covid-19. Elle permettra de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de ce sommet. En marge, le chef de l'État aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs autres personnalités. Et on vient de le voir à l'instant sur les images. Le Premier ministre est rentré à Abidjan ce vendredi soir vers 21h de la France. Le chef du gouvernement était accueilli à sa descente d'avion par les ministres d'État Kandia Kamara, Téné Birahima Ouattara, les ministres Amadou Koulibaly, Vagondo Diomondé, Mamadou Touré, Pierre Dimba, Emet Kamara. Patrick Kachi a passé 5 jours à Paris pour des raisons médicales. Après un bref entretien avec les membres du gouvernement présents au GATL, il s'est prononcé au micro des journalistes. Je vous propose de l'écouter. J'ai dû partir en France pour un contrôle médical approfondi de 5 jours. Les choses se sont très bien passées. Je voudrais d'ailleurs à l'occasion remercier les médecins ivoiriens et français qui ont été à mes côtés. Mes premières pensées iront bien sûr pour son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a mis à ma disposition tous les moyens techniques et humains pour me permettre d'accomplir ces contrôles dans les meilleures conditions. Je reviens donc en pleine santé pour reprendre le travail. Je voudrais également saisir l'occasion pour remercier son épouse qui, à Paris, a été en permanence à mes côtés. Mes pensées iront également à la population ivoirienne et à tous les amis en Côte d'Ivoire comme à l'étranger qui ont eu pour moi des mots d'attention, pour certains des prières. Je n'ai pas de mots suffisamment forts pour les remercier. Je suis revenu naturellement pour reprendre donc mon travail avec les membres du gouvernement. Nous avons, comme vous le savez, beaucoup de choses à faire dans le programme de Son Excellence, Monsieur le Président de la République. Il y a des sujets de l'heure comme l'eau, l'électricité, bien d'autres sujets socio-économiques sur lesquels nous allons nous pencher dans les prochains jours. Pour ma part, il fait toujours bon de revenir au pays. Je sais que beaucoup de choses ont été dites, mais les réseaux sociaux sont devenus ce qu'ils sont, on n'y peut rien, on fait avec. Mais pour moi, je me sens très bien.
L'actualité ce soir, ils sont plus de 55 000 candidats pour 5 000 places d'instituteurs adjoints prévues. Le concours d'entrée dans les CAFOP session 2021 ouvert ce samedi avec les épreuves écrites. Seul le mérite sera récompensé. Prévient la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation. Maria Toukone a sillonné quelques centres d'examen. Didier Nguessan. Dans ce contenant, les copies de composition sont triplement scellées. Une paire de ciseaux et l'épreuve de mathématiques peut démarrer. 55 395 candidats, dont 21 000 femmes au poste d'instituteur adjoint, composent pour le concours direct d'entrée dans les CAFOP. Le lycée moderne de Trècheville compte 2 centres d'examen pour 1000 candidats. Maria Toukone, ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation, encourage les candidats et reste formelle. L'égalité des chances pour tous les candidats uniquement par le travail. J'ai bossé. Je suis venue rendre ce que j'ai appris. J'entends ça de la bouche de Madame la ministre, je suis vraiment heureuse. Parce que nous autres, nous sommes les enfants de pauvres. Je suis heureuse. Seconde étape, le lycée classique de Cocody. Les candidats ont 2 heures pour rendre les copies. Déjà, moi, je comprends déjà les questions et je pense que je vais pouvoir faire un bon devoir en tout cas. Il faut bosser pour réussir. Voilà, le parrainage, ce n'est pas un bon moyen, ce n'est pas un bon chemin à prendre en tout cas. Et moi et mes amis ici présents, nous sommes ici sans parrainage et on compte vraiment donner le meilleur de nous. J'ai préparé cet examen matin, midi, soir. À chaque fois, je bossais. Comme on le dit, on ne peut pas être à 100% prêt pour un examen ou un concours, mais on a fait le maximum. Il faut toujours travailler pour que la chance vienne. Ici également, Maria Toukone passe le message du mérite aux candidats. Seul le mérite devrait pouvoir nous aider à distinguer les candidats. Donc c'est par le travail que les candidats, j'espère, en tout cas seront admis, peu importe la situation sociale des parents. Mais quand on a bien travaillé, comme c'est un concours, ça veut dire qu'on a eu le maximum de points, on devrait réussir. Si on a de bons enseignants, des enseignants responsables, alors les enfants devraient bien travailler à l'école. Après les mathématiques, suivront les épreuves de français et de culture générale. Les résultats des écrits sont attendus le 16 juillet prochain. Le test psychotechnique est prévu le 5 août et les résultats définitifs le 10 septembre. Les candidats déclarés admis seront formés au CAFOP durant 3 ans. À Boaké, les centres d'examen également ouverts pour ce concours d'entrée au CAFOP. Plus de 4 000 candidats dans la région de Béké. Les autorités locales s'assurent du bon déroulement des épreuves. Djineba Ouattara. À l'instar de plusieurs localités du pays, 2000 candidats affrontent les épreuves écrites du concours direct d'entrée dans les CAFOP, centres d'animation et de formation pédagogique, session 2021 au compte de la Direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation DRENA de Boaké 2. Le lancement des épreuves au collège Henri Poincaré. Les candidats ont débuté les épreuves écrites par les mathématiques. Les 2000 candidats sont repartis dans 4 centres de composition. Occasion pour les autorités de leur prodiguer des conseils. Il s'agit de ce matin de veiller au bon déroulement, de nous assurer du bon déroulement des épreuves et surtout de l'effectivité, de la bonne tenue de ce concours-là. Alors nous avons demandé aux candidats de se concentrer sur les sujets et d'éviter tout acte de tricherie pouvant compromettre leur composition. On leur demande de se concentrer. Pas d'acte qui puisse compromettre la suite de leur composition. C'est-à-dire pas d'acte de tricherie, de fraude. C'est pourquoi à l'entrée, on leur a demandé de se dépouiller de tout ce qui est portable. Autre lieu même de corps, nous sommes au lycée moderne de jeunes filles, établissement choisi par la DRENA de Boaké 1 pour son lancement. 2635 candidats de cette direction régionale négocient leur entrée dans les différents CAFOP du pays. Ici également, toutes les dispositions sont prises pour le bon déroulement des épreuves. Seul le travail paye, qu'ils se mettent bien, sérieusement au travail. Et on parle de l'excellence de notre pays. L'excellence passe par les formateurs. Il faut qu'eux-mêmes soient d'une bonne probité morale et qu'ils aient un bagage intellectuel assis. Dans les centres visités, les candidats se disent confiants. J'ai décidé de me présenter au concours des CAFOP parce que la pédagogie est la chose la plus importante au monde. Savoir
et apprendre aux autres est la meilleure des choses que moi je préférais. Je suis confiante pour la suite parce que je crois en moi. Je suis vraiment déterminée à résoudre ce problème. Au total, 4 635 candidats issus des 2 directions régionales de l'éducation nationale de Béquet, repartis dans 9 centres, composent en mathématiques, en culture générale et en français. Les candidats attendent avec impatience les résultats prévus dans quelques semaines. Dans l'enseignement supérieur, c'est aussi la recherche de l'excellence. Elles sont au nombre de 15, admises à l'École nationale de statistique et économie appliquée, des jeunes filles qui ont opté pour la filière des sciences mathématiques. Elles ont reçu les encouragements de la ministre Kabaniale du plan et développement, elle-même ancienne diplômée de cette spécialité. Franck Wadio. Des ordinateurs pour 15 jeunes filles admises au concours d'entrée à l'ENSIA, École supérieure de statistique et d'économie appliquée d'Abidjan session 2020. La ministre du Plan et du Développement, Nialé Kaba, récompense ainsi les efforts et célèbre le mérite, car il n'est pas évident que des jeunes filles comme Olivia s'intéressent aux filières scientifiques. J'avais vraiment une grande passion pour les mathématiques et pour la statistique. Et déjà, étant en terminale, j'ai un professeur qui m'a parlé de l'ENSIA et j'ai eu à découvrir que c'était une école en fait qui a formé plein d'élites de ce pays. Et le métier de statisticien, déjà, c'est un métier qui m'intéresse parce que j'aime travailler avec les chiffres. Olivia, d'ailleurs, porte-parole des bénéficiaires admises, a exprimé sa reconnaissance et son engagement à mériter la confiance des autorités. L'ambition, d'ailleurs, est de compter dans les effectifs de l'ENSIA 30% de jeunes filles. Pour l'heure, elles constituent 20% des étudiants inscrits. Comme le monde des chiffres de l'éducation nationale, il y a déjà très peu de filles dans les filières scientifiques. Ce qui fait que nous, à l'enseignement supérieur, on observe un nombre relativement faible. Mais il est tout à fait possible, nous pensons, de remédier à cela à travers diverses stratégies. Et un point important, c'est d'abord montrer que l'école est accessible à tous, quelles que soient les conditions. Célébrer l'effort, mais surtout au-delà du don, sensibiliser pour davantage de jeunes filles dans les filières scientifiques, la ministre Nialé Kaba affiche cette volonté. La cérémonie de remise des ordinateurs aux jeunes filles ayant réussi au concours d'entrée à l'ENSIA s'inscrit dans le cadre d'une stratégie plus vaste, celle de la promotion de l'équité et du genre dans la formation statistique. À cet égard, c'est avec plaisir donc que j'assure depuis bientôt 5 ans le parrainage des activités de sensibilisation et de vulgarisation du métier de statisticien, notamment auprès des jeunes filles des séries scientifiques. L'entrée à l'ENSIA se fait uniquement par voie de concours. Cette année, sur 3008 candidats pour les dernières épreuves, le taux de réussite a tourné autour de 10%. Et après la formation, place à l'emploi. Le secteur industriel offre justement des opportunités. C'est le cas avec la mise en service du centre d'amplisseur de gaz butane de San Pedro. 400 emplois créés avec cet investissement de 7,9 milliards de francs CFA d'un groupe marocain. Sam Konan nous apprend que ce centre va produire 60 000 tonnes de gaz par an. Voici le plus grand centre amplisseur de gaz à butane de l'intérieur du pays, situé dans la zone portuaire de San Pedro, sur une superficie de 3,7 hectares. Capacité d'emplissage 60 000 tonnes par an, soit 4 130 bouteilles par heure, toutes catégories confondues, avec une capacité de stockage de 640 tonnes. L'occasion qui nous est offerte ce jour est heureuse et belle. Elle mesure de la vision et de la volonté de l'État de Côte d'Ivoire d'améliorer les conditions de vie des ménages ivoiriens. Le gaz butane est une énergie propre. Son utilisation contribuera aux efforts de l'État dans la lutte contre la déforestation en diminuant considérablement le recours au charbon et au feu. Ce centre d'emplissage du gaz ivoire, filiale du groupe marocain Aqua, a été inauguré par le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural, Kobena Kwasi Adjoumani, représentant le Premier ministre Patrick Hachi. À travers cet investissement de la société Gazivoire, nous permet de rapprocher et de faciliter l'accès des populations du sud-ouest au gaz butane et s'inscrit bien dans la politique du gouvernement visant à améliorer le bien-être des populations.
Le Maroc et la Côte d'Ivoire entretiennent des relations fraternelles, des relations d'amitié. Et plusieurs partenariats ont été signés dans beaucoup de domaines d'activité. Aujourd'hui, nous sommes ici pour parler du centre amplisseur de San Pedro. Le centre amplisseur de gaz de San Pedro offre plus de 400 emplois directs et indirects. C'est le 4e centre d'emplissage de gaz à butane de l'intérieur du pays, après ceux de Bouaké, Yamoussoukro et à Bangourou. Le Haut Conseil des transporteurs continue la lutte contre les accidents de la route. Les acteurs se sont réunis à Abidjan autour de la sécurité routière. Une rencontre pour marquer un coup d'arrêt à ces situations dramatiques dans la circulation. Une matrice d'action est en préparation. Lansine Bakayoko nous en parle. Du nord au sud, de l'est à l'ouest, en traversant le centre, pas un seul jour ne passe sans qu'il ne soit déploré d'accidents de la circulation sur les routes ivoiriennes, occasionnant des pertes en vie humaine. À l'origine de ces accidents mortels, le non-respect du code de la route et surtout les stupéfiants. Il y a assez de jeunes, comme de ma promotion, qui sont des chauffeurs. Lorsqu'ils sont au volant, ils ont des comportements qui ne sont pas bien. Par exemple, l'alcool au volant, il y a la drogue qui est là, les dépassements, l'excès de vitesse. Plein d'entre nous, ils sont au volant, c'est ce qu'ils consomment. Drogue, alcool, incivisme, un véritable mea culpa. Mais pour les usagers, l'accent devrait être mis sur la qualité de la formation des chauffeurs. Les gens ne connaissent pas les panneaux, parce que ce sont les panneaux qui réglementent la route. Mais si on ne prend pas le soin de connaître bien les panneaux avant d'avoir les permis, on va faire des accidents. Responsabilité des auto-écoles, certes, mais insouciance des acteurs du terrain eux-mêmes, selon le Haut Conseil des transporteurs. La fêtière des transporteurs estime en effet que l'État a fait sa part à travers la réhabilitation des routes et la maîtrise des tracasseries policières. Mais en raison de la persistance des accidents, un nouveau schéma va être exploré. Des commissions ont été mises en place à cet effet. Les commissions qui vont être mises en place à court terme vont permettre d'élaborer ce qu'on appelle une sorte de matrice qui va comporter ces préoccupations, notamment l'alcool, la drogue, l'incivisme, le mauvais comportement des transporteurs eux-mêmes dans la tenue des véhicules, et le comportement des acteurs vis-à-vis de nos clients qui sont les populations. Et tout ça va être réuni dans une matrice avec des propositions de solutions, avec des recommandations très certainement que nous allons remettre à notre ministre des tutelles pour recherche de solutions. Dans le cadre de la lutte contre l'insécurité et l'incivisme sur les routes, le gouvernement expérimente depuis le 6 mai sur une dizaine d'axes dans le district d'Abidjan un test de notification des infractions d'excès de vitesse, de non-respect des feux tricolores et du défaut d'autorisation de transport. Cette phase pilote précède l'entrée en vigueur de la vidéo-verbalisation. D'Abidjan, allons dans la Nawa, dans le respect du code de la route. La lutte contre les accidents de la circulation se poursuit dans cette région. Les motocyclistes interpellés, l'opération Zéro Moto sans casque est lancée dans la commune de Meyagui. Les autorités préfectorales et la gendarmerie nationale mènent des actions convois avec Jean-Marc Diadji. La lutte contre les accidents de la circulation routière passe à une vitesse de croisière dans la ville de Meyagui. Au centre-ville, les contrevenants au port du casque sont rappelés à l'ordre et interpellés par les éléments de l'escadron, de la compagnie territoriale de gendarmerie de Soubré et la brigade de Meyagui. C'est le début de l'opération Zéro Moto sans casque. C'est normal que chacun porte son casque. Parce que ce que nous vivons ici à Meyagui, c'est catastrophique. Les accidents par-ci, chaque jour, il y a au moins 2 à 3 accidents. Moi, je suis vraiment content que cette opération soit suivie. Je pense que ce qu'ils font, c'est nécessaire, c'est intéressant, c'est bon. Parce que le casque même, là, le port du casque, c'est la protection de soi-même d'abord. Et puis, moi, je peux prendre un exemple. Il y a eu tout d'un moment, il y a eu un truc que c'est le casque même qui m'a sauvé. Le casque est cassé, ça m'a protégé, ça m'a sauvé. Cette action pilotée par le sous-préfet de département de Meyagui, Aboubakari Koné, s'inscrit dans la sensibilisation des usagers de la route et à la réduction des décès dus aux accidents. Nous savons que dans la Nawa, particulièrement à Meyagui, nous assistons à beaucoup d'accidents mortels pour non-respect du port de casque.
nous saluons l'action de la gendarmerie. Je pense que nous avons beaucoup sensibilisé. Nous sommes dans une phase de répression. Donc à partir d'aujourd'hui, dans le département de Meyagui, nous allons contrôler systématiquement le port de casque. Pour la première journée de l'opération, les autorités du département de Meyagui enregistrent plus d'une vingtaine d'interpellations dans la localité. Tout à fait autre chose. Nous sommes à Bouaké, dans la capitale de la région de Gbeke. Les populations s'engagent pour une paix durable. Sous l'impulsion du ministre des Transports, Mamadou Koné, député de la localité, les rencontres se succèdent. L'accent est mis sur la cohésion sociale, le pardon et le développement. C'est un reportage de Kader Sogodougou. Vivre ensemble, cultiver la cohésion sociale, savoir pardonner les erreurs du passé et se tourner résolument vers le développement de Bouaké. C'est désormais la volonté des populations de la capitale de la région de Gbeke. Faire de lance de cette culture de la paix, le nouveau député, le ministre des Transports, Amadou Koné, qui multiplie les rencontres dans ce sens. Grâce à vous tous, quelles que soient les obédiences politiques, aujourd'hui notre ville est apaisée. Aujourd'hui notre ville devient de plus en plus attrayante. Le président me charge de vous dire que vous pouvez compter sur lui. On va continuer, il va continuer à travailler pour que les choses aillent de mieux en mieux pour les populations à Bouaké. Une vision partagée par les populations qui comptent jouer leur partition. Il est temps aujourd'hui de vénérer le pardon pour permettre à notre pays, dans la paix, de tourner la page et de passer à une autre étape, et plus particulièrement l'étape du développement pour Bouaké et sa région. C'est pour la cohésion. C'est toute la communauté qui est réunie. On pouvait dire que, écoutez-vous, là, vous ne pouvez pas être là. Mais il a dit non. Il faudrait que tout le monde soit là. Il fallait que je prenne la parole pour lui dire merci pour cette cohésion. Chef traditionnel et de communauté, guide religieux, membres de la société civile, des partis politiques, jeunes et femmes, tous s'activent pour faire de Bouaké un havre de paix, une cité prospère débarrassée des stigmates du passé. Dans le reste de l'actualité, l'armée israélienne a mené une frappe ce samedi sur un immeuble d'une dizaine d'étages. Il abrite les locaux de la chaîne de télévision qatari Al Jazeera et l'agence de presse américaine Associated Press dans la bande de Gaza. Le propriétaire a reconnu qu'un officier israélien du renseignement l'avait prévenu avant la frappe qu'il disposait d'une heure pour faire évacuer le bâtiment. L'armée israélienne a indiqué que les équipements militaires du Hamas, le mouvement islamique au pouvoir dans l'enclave, se trouvaient dans la tour frappé par ces avions de combat. Retour ici en Côte d'Ivoire le samedi soir dans le 20h, on parle culture. Et c'est l'est du pays qui nous accueille. À Bandoukou, le Sakraboutou se danse les après-midi, le jour de la grande prière de la fête de Ramadan. La tradition est respectée cette année. Les jeunes filles, dans leur tenue de Kroubi, chantent et dansent dans la capitale du Gontougou. Issa Tchonayo. Bandoukou regorge d'un atout touristique et culturel indéniable. Une danse fait la fierté de cette ville et par ricochet la région, le Sakraboutou. Plus qu'une danse, il est aussi un repère historique, culturel, voire philosophique de tout un peuple. Il est donc tout un symbole chez les Koulango, comme c'est le cas de l'Abissa chez les Nzima de Grand Bassam ou le Dipri, à Xikensi chez les Abidji. Tous les ans, il est célébré à la même date. Le Sakraboutou est exécuté dans l'après-midi du jour de la grande prière qui met un terme aux jeunes musulmans. Ce jour-là, des jeunes d'ordinaire calme et réservés, parés dans leurs costumes, de boubous ornés de gris-gris réels ou factices, affublés de masques et coiffés de perruques ou de chéchias, ressemblent à de farouches guerriers. Ils investissent rue et ruelles de la ville. Derrière eux, des jeunes filles, parées aussi de leurs costumes de Kouloubi, chantent et dansent. Nous avons été privés de cette fête-là à cause de la Covid-19. Cette année, des dispositions ont été prises pour que cette fête-là réussisse.
Je suis très contente, surtout de voir des enfants qui participent aux activités de la ville. Ça montre que les enfants s'intéressent aux activités traditionnelles, ils cherchent à connaître leur culture. Ce qui m'attire dans cette cérémonie, c'est l'ambiance. J'invite tout le monde à venir regarder le Kourbi parce que c'est une cérémonie vraiment très intéressante. La participation au Sakraboutou ne prend en compte qu'une seule dimension, être musulman. 30 ans après sa mort, Amadou Hampâté Bâ reste encore présent dans les esprits. Créée en 2002, la fondation qui porte son nom commémore le trentenaire de cette disparition. Ce 15 mai marque justement la date anniversaire de son décès. Les hommes de culture, les scientifiques veulent pérenniser les travaux de cet auteur, importante figure de la littérature africaine. Serge Coléa. Amadou Hampâté Bâ, le savant africain, l'érudit a consacré sa vie à la valorisation des cultures africaines et à la transcription des traditions orales. 30 ans après sa disparition, la fondation Amadou Hampâté Bâ, dirigée par Rokiatou Bâ, sa fille, porte encore les valeurs de l'homme. Un trentenaire célébré dans un contexte d'archivage de ses travaux. À travers les activités que nous ambitionnons de faire au cours de ce trentenaire, nous avons aussi, en plus des contes, la narration des contes de Faba, qui est instrument de transmission des connaissances. Si des personnalités comme Hampâté Bâ n'avaient pas vécu comme pont entre le passé et l'avenir, croyez-moi que l'Afrique aurait perdu une source intarissable de ses valeurs. À travers témoignages et panels, les disciples de cet immense homme de culture vont se replonger dans cette thématique, développée et laissée à la postérité. Je parle de lire Hampâté Bâ et de voir quel est le message, et ce message-là, comment il est vécu aujourd'hui. Acteur de paix et considéré comme patrimoine culturel africain, les œuvres de Amadou Hampâté Bâ ont séduit l'UNESCO. Comme il a été membre du conseil exécutif de l'UNESCO, nous avons rassemblé toutes ces archives. Nous, à l'UNESCO, nous avons fait notre devoir de mémoire. D'autre part, nous soutenons la fondation Hampâté Bâ pour pouvoir numériser, digitaliser en fait l'ensemble du fonds documentaire. Selon Rokiatou Hampâté Bâ, directrice de la fondation Amadou Hampâté Bâ, plusieurs activités sont prévues au menu de cette commémoration marquant les 30 ans de disparition du premier ambassadeur du Mali en Côte d'Ivoire. Entre autres, soirées culturelles, expositions digitales et concours littéraires vont s'étaler sur l'année 2021. Amkoulel, Tierno Bokar, le sage de Badiangara, l'étrange destin de Wangrin, Petit Baudiel, Kaïdara et bien d'autres ouvrages. Il a laissé une œuvre prolifique, contes, romans, initiatiques, poésie, essais. Hampâté Bâ est une bibliothèque qui n'a pas brûlé. On pleure également ce soir un journaliste écrivain, Moriba Magasuba, n'est plus. Il est décédé ce samedi des suites d'une courte maladie. Il était une grande figure de l'islam en Côte d'Ivoire. Ce samedi a eu lieu la dédicace de l'ouvrage de Cheikh Bouraï Fofana, Un homme, une vision, une œuvre de Aliou Touré. Elle retrace l'histoire d'un guide qui aura marqué la communauté musulmane. Logoreti Sèche-Coléa. Une vie de combat et de foi au service de l'islam. Ainsi pourrait-on décrire le dévouement du Cheikh Boukari Fofana pour l'islam. Son œuvre biographique, l'auteur Aliou Touré l'intitule Cheikh Boukari Fofana, un homme, une vision, une œuvre. L'idée de cet ouvrage, dédié aux guides religieux, naît en 1988. Elle se concrétise véritablement à partir de 2015 avec les bénédictions de l'illustre disparu. Alors que nous étions encore étudiants, en compagnie de mon ami Moustapha Soumaoro, nous sommes allés rendre visite à Oustaz Boukari Fofana à son bureau au plateau ici. Et ce jour-là, Oustaz Fofana a arrêté de faire ce qu'il faisait comme travail et a commencé à nous parler de la lutte dans le sentier de l'islam. Il a axé son intervention autour de 2 versets du Coran. J'ai été tellement édifié par les propos de Oustaz. Lorsque nous sommes sortis, j'ai confié à mon ami que nous sommes témoins de la force d'un homme
qui se prépare à changer le monde. Le roman d'Aliou Touré est salué par plusieurs personnalités. Toutes sont unanimes sur l'apport de Cheikh Boakari Fofana en tant que pionnier de la structuration de l'islam en Côte d'Ivoire. C'est une œuvre qui retrace d'une parfaite manière la vie et l'œuvre de Cheikh Boakari Fofana, de son engagement pour donner confiance à la fois aux anciens, aux élèves et aux étudiants, pour prendre conscience de leur rôle dans la communauté, s'engager et travailler à une organisation de l'islam dans le pays, un vecteur important pour la consolidation de la cohésion et du dialogue interreligieux dans notre pays. L'organisation de l'islam moderne en Côte d'Ivoire, c'est son œuvre. Il était un homme inspiré, il était un homme accompli et il était un sachant. Le Cheikh Ahmed Boakar Fofana a incarné les valeurs que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a enseignées pendant 23 ans. En un quart de siècle, l'islam était connu partout dans le monde. Cheikh Boakari Fofana est décédé le 17 mai 2020 à l'âge de 77 ans. L'ouvrage biographique de 181 pages est sorti aux éditions Al-Hikma. On retrouve notre invité de la page culture, auteur de l'œuvre Liaison fatale, Adama Aïdara. C'est un recueil de 5 nouvelles et toutes parlent de l'amour. En plus, vous êtes à votre 4e ouvrage. Pourquoi ces histoires à l'eau de rose? Bien, ces histoires à l'eau de rose parce que, vous savez, l'humanité est faite d'hommes et de femmes qui ont des relations et je fais des incursions dans, disons, des tranches de vie sentimentale des humains parce que c'est commun. C'est commun et c'est un vivier d'informations dans lequel on peut puiser beaucoup de choses qui peuvent servir de leçons. D'accord. Avant de parler de liaison fatale, il y a les premières nouvelles comme Cœur brisé qui traitent des mésaventures de Adrienne, mais en même temps qui nous plongent dans des sujets d'actualité comme l'excision, comme le mariage forcé. C'est une forme d'interpellation? Bien sûr, c'est une forme d'interpellation dans la mesure où certains actes posés ont des conséquences négatives. Alors, pour un écrivain, il faut interpeller. Il faut interpeller la population sur certaines actions qui peuvent nuire à la santé et à bien d'autres choses. Le mariage forcé, comme vous le dites, a des conséquences. L'excision a des conséquences. Moi, étant de l'Ouest, chez nous, chez les Dents, c'est une habitude qui a posé beaucoup de problèmes à l'époque. Heureusement que l'État intervient pour que ce genre de choses puisse reculer. Sinon, tout le monde sait qu'il y a des conséquences néfastes pour la femme qui est excisée. D'accord. Alors, c'est une interpellation. Oui, on va revenir à vous tout à l'heure. Franck Ouadio a lu Liaison fatale, un foyer menacé par le mensonge, la duplicité, l'hypocrisie. On va regarder ce qu'il en dit et on se retrouve. Toute ressemblance ne serait que pure coïncidence. Les protagonistes des différents récits sont des personnes fictives. L'œuvre est extraite de l'imaginaire individuel de l'auteur Adama Aïdara, mais que de ressemblances entre personnages, caractères et situations décrites et réalités vécues par plusieurs. Édouard, c'est le bourreau des cœurs et médecin de Léo, femme mariée qui risquera l'équilibre de son foyer pour un brin d'amour fugace qui d'ailleurs n'ira pas à son terme. C'est le résumé de Liaison fatale, texte éponyme, mais l'œuvre porte un total de 5 nouvelles. L'auteur Adama Aïdara, ingénieur des mines, est aussi auteur de 2 publications dans les sillons de la revue romantique et l'apologie des sentiments. Sa plume est à la fois lyrique et simple, son côté technicien mais aussi praticien, qui sûrement l'amène à écrire et décrire les choses de l'amour telles qu'elles sont. Alors, Liaison fatale, quelle histoire, quelle histoire. Et on se demande comment Édouard a pu faire ça. Ben, écoutez, la cupidité de certains hommes les pousse à agir dans le mauvais sens. Sinon, un professionnel un médecin, de la médecine ne devrait pas
poser un tel acte à l'endroit de l'une de ses patientes. C'est-à-dire la draguer, ainsi de La suite, draguer, et l'emmener. la détourner finalement de son foyer et puis la laisser comme vraiment une orange qu'on a sucée dont on jette. Alors quand on a lu Liaison fatale, on cherche à qui on peut imputer la responsabilité dans cette situation, mais on pense tout de suite à Edouard. Et Léo, la dame? Ben, écoutez, les responsabilités sont partagées dans la mesure où l'acte est posé par deux personnes. C'est vrai que chacun a sa part de responsabilité, mais la plus grosse part de responsabilité revient à Edouard, le médecin, qui en principe ne devrait pas agir de cette façon-là. Parce qu'à la fin, la dame perd des deux côtés, elle perd son foyer. Et là, c'est un drame. Oui, parce que, et puis en même temps, ces deux amants qui sont évidemment mariés savaient pertinemment que cet amour voué à l'échec, évidemment, mais ils ont continué. Ils ont continué, et c'est ça le péché. C'est ça le péché. Alors, ils ont tenté quand même de trouver des solutions. À un moment donné, ils se sont arrêtés, ils ont compris que c'était sans issue. Mais pourquoi ça n'a pas fonctionné? Pourquoi ils n'ont pas arrêté aussitôt? Ben, je crois que, vous savez, à un moment donné, quand on pose un certain nombre d'actes, il y a la conscience qui interpelle. Il y a la conscience qui interpelle. Parce que quand Léo dit, mais il faut divorcer, moi aussi je suis presque divorcé, et puis nous allons nous marier, le monsieur dit, mais ça ne peut pas se faire, je suis marié depuis 6 ans, ça ne peut pas s'effacer du revers de la main, et j'ai 2 enfants, qu'est-ce que je fais? Ça veut dire quelque part, il commence à se rendre compte qu'il est coincé, il a un foyer, il a 2 enfants. Donc, ici, il faut... Mais c'était aussi le cas pour Léo, qui elle aussi était mariée. Bien sûr. Oui. Elle, son foyer battait de l'aile, mais le monsieur, on a l'impression que c'était juste pour s'amuser, ce qui n'est pas bon. Oui, alors que elle jouer avec les sentiments des gens et des femmes surtout. Alors que elle, Léo, était vraiment très engagée dans cette histoire. Elle était engagée. Elle était engagée. Pour elle, elle voulait sauter d'une branche à une autre. Et donc, elle y est allée vraiment de façon engagée, oui. Ce qui fait que la chute a été terrible. Oui, elle multipliait même les scènes de jalousie. Exactement. Une infidèle jalouse, hein? Oui, oui. D'accord. Des coups de fil nocturnes, des lettres anonymes et tout ça. Eh bien, je pense que tout ça a dû faire peur à Dr Edouard, qui s'est rétracté. Mais il avait quand même essayé plusieurs fois de mettre fin à la situation. Il a convoqué à son bureau, etc. etc. Mais ça n'a pas marché parce que peut-être Léo cherchait une autre solution en se séparant de son couple, de son époux actuel. Oui. Elle cherchait une solution, évidemment, pour revivre un autre amour. Bien sûr, bien sûr. Et ça, je pense que Dr Edouard n'avait pas eu le temps d'étudier Léo. Et donc, au fur et à mesure qu'elle avançait, qu'elle attaquait, je pense qu'il a dû prendre peur. Il a dû prendre peur parce que un homme marié qui a 2 enfants, qui est médecin, je pense qu'à un moment donné, si sa conscience ne lui demande pas de réfléchir avant d'agir, c'est pas bon. Donc je pense qu'à un moment donné, il s'est rattrapé, mais il s'est rattrapé au moment où la dame était très engagée, et c'est ça le drame. C'est ça le drame. Oui, on a presque évité justement un autre drame, par exemple un suicide. Tel qu'on a vu Léo très engagé, on pourrait imaginer qu'à un moment donné... Elle pouvait se faire du mal. Oui. Elle pouvait se faire du mal parce qu'au moment où ça n'allait pas des deux côtés, elle a même dit là que j'étais prise comme une mouche dans une toile d'araignée. Et en ce moment, manquant de conseils, manquant de soutien psychologique et tout ça, et elle a failli se faire du mal parce qu'elle dit qu'elle croyait vivre dans un bagne, qu'elle flétrissait comme une fleur manquant d'eau. Ça veut dire qu'elle souffrait sérieusement. Et là, elle était sans assistance, sans aide, sans conseiller. Là, ça pouvait être dramatique. Alors, quelle a été la réaction de part et d'autre? L'époux d'un côté et l'épouse de l'autre? Bon, c'est de la fiction. Je crois qu'on ne rentre pas dans tous les détails. On permet au lecteur de réfléchir, d'imaginer la suite. Mais il se trouve que du côté de Léo, le mari s'étant rendu compte des actes de trahison posés par son épouse, il a dit carrément qu'il
il ne pouvait plus continuer avec elle. Lui, il a pris ses responsabilités, il est parti. C'est du côté du docteur Edouard que, disons que l'épouse ne s'est pas rendue compte de ce qui se passait, puisque Edouard évitait d'aller à l'hôtel et puis il prenait des précautions, mais malheureusement tout se passait dans son bureau, ce qui n'est pas normal. C'est tout ça pour interpeller les gens, pour dire qu'ils doivent prendre conscience d'une certaine démarche professionnelle, sentimentale et tout ça. Je crois que c'est très important dans la vie d'un homme. Merci Adama Aïdara, l'invité de la page culture. Et avec vous, nous avons parlé de votre recueil de nouvelles, Liaison fatale. Merci. Et je rappelle, avant de refermer ce journal, qu'à l'invitation du président de la République française, Emmanuel Macron, le président Alassane Ouattara a quitté Abidjan ce samedi pour la France. À Paris, il prendra part au sommet sur le financement des économies africaines. Cette rencontre vise à mettre en place un soutien financier massif aux économies africaines durement éprouvées par la pandémie de Covid-19. Elle permettra de poser les bases d'un nouveau cycle de croissance sur le continent. La question de la restructuration de la dette des pays africains sera également abordée au cours de ce sommet. À marge, le chef de l'État aura des entretiens avec ses homologues et plusieurs autres personnalités. Liaison fatale de Adama Aïdara, c'est une œuvre à lire parue aux nouvelles éditions Balenfant. Voilà qui met un terme à ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retour de l'actualité 23h avec Herman Guivet. Ce soir, une fois n'est pas coutume, hommage à Ampateba qui nous apprend que quand il arrive dans un endroit, le caméléon prend la couleur du lieu. Ce n'est pas de l'hypocrisie, c'est la tolérance et le savoir-vivre. Dieu le voulant, on se retrouve demain.